Et si on repensait complètement la façon dont on construit un réseau de neurones, hein, au lieu d'empiler des couches, comme des briques, les unes sur les autres, imaginez plutôt une transformation fluide, un courant continu qui va sculpter les données. C'est ça l'idée absolument fascinante derrière les OD neuronales. C'est une approche qui voit le deep learning non pas comme une série d'étapes bien distinctes, mais plutôt comme une trajectoire continue. Allez, suivons cette trajectoire ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par l'idée de base, des couches au flux. Puis on verra comment ça fonctionne, ce que ça promettait. Ensuite, le mur, les problèmes pratiques. Et bien sûr, comment on a réussi à repousser les limites, avant de se demander ce que l'avenir nous réserve pour la profondeur en IA. On attaque donc avec la première partie, des couches au flux. Et c'est vraiment un changement de perspective. On oublie l'image de l'escalier, marche par marche, et on imagine plutôt une rampe, toute lisse, toute continue. Bon, là, on voit parfaitement le grand écart. À gauche, l'architecture classique, un ResNet par exemple. On avance par à-coups. On passe de la couche T à la couche T+1, c'est un saut. Une progression discrète. À droite, l'approche des ODE neuronales change tout. Ici, on ne définit plus les étapes, non. On définit les règles du mouvement. Le réseau apprend une fonction qui décrit en continu la vitesse et la direction du changement. C'est une dynamique, un flux. Ok, c'est une super idée. Mais concrètement, comment on passe de la définition d'un flux à un résultat, à une prédiction ? Comment on calcule le point d'arrivée de ce fameux chemin continu ? Alors voilà le point vraiment crucial. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau de neurones lui-même ne calcule pas la sortie. Non, il apprend la physique du problème en quelque sorte. Il devient le moteur qui va propulser l'information de l'entrée jusqu'à la sortie en suivant une courbe parfaitement continue. Le calcul, le vrai, il est délégué à un outil mathématique qu'on appelle un solveur d'équations différentielles. Donc dans la pratique, ça se passe en 2 temps. D'abord, la passe avant, pour avoir une prédiction. On donne au solveur le point de départ, notre entrée, et on lui dit « Ok, maintenant suis les instructions du réseau jusqu'à la fin du chemin ». Et pour l'entraînement, la passe arrière, c'est là qu'il y a un petit tour de magie. La méthode des adjoints permet de calculer les gradients en rembobinant le film, mais sans avoir besoin de garder en mémoire chaque image. Le résultat, une consommation de mémoire qui reste constante, peu importe la profondeur du modèle. Et ça, c'est un avantage absolument énorme. Bon, au-delà de la beauté mathématique du concept, cette nouvelle vision a tout de suite ouvert des perspectives pour des applications qui étaient vraiment compliquées, voire impossibles, avec les modèles classiques. Cette approche, elle est faite pour le monde réel. Le temps, c'est continu. Donc, pour des données qui arrivent n'importe quand, comme des données médicales ou financières, c'est juste parfait. C'est aussi un outil de rêve pour la modélisation scientifique. Quand on cherche les lois physiques d'un système, on cherche une équation différentielle. Les nodes sont faits pour ça. Et bien sûr, on a cet atout de la mémoire qui laissait espérer des modèles d'une complexité folle. Mais voilà, comme souvent en science, la belle théorie s'est un peu fracassée sur le mur de la réalité. L'enthousiasme des débuts a été, disons, douché par pas mal de difficultés pratiques. Très vite, la communauté s'est retrouvée face à 4 gros problèmes. 1. Des temps de calcul rédhibitoires, c'était beaucoup trop lent. 2. Des modèles instables, pas fiables. 3. Une galère pas possible avec les systèmes RAID, qui sont pourtant super courants en physique. Et 4. La surprise du chef, une limitation fondamentale dans ce qu'il pouvait réellement apprendre. Alors, un système RAID, c'est quoi ce truc ? C'est un système où les choses changent à des vitesses complètement différentes. Imaginez une voiture qui doit sans arrêt passer de 200 à l'heure à 2 km/h, et ce, en une fraction de seconde. Pour ne pas perdre le contrôle, un solveur classique serait obligé de faire des millions de micro-ajustements. C'est juste horriblement inefficace. Et attention, ce problème de raideur, ce n'est pas juste une petite curiosité de matheux, non, c'est au cœur de la modélisation scientifique. Les réactions chimiques, les circuits électroniques, la biologie cellulaire, tous ces domaines sont remplis de ces dynamiques super complexes. Si un modèle ne sait pas gérer ça, il reste sur le banc de touche pour plein d'applications super importantes. L'autre gros souci, c'est l'instabilité. Sur l'image de gauche, on voit très bien ce qui peut se passer. Le modèle apprend un champ de vecteurs complètement chaotique, un vrai bazar. Du coup, la trajectoire d'une donnée devient totalement imprévisible. La moindre petite perturbation à l'entrée, et hop, la prédiction part complètement à volo. Un modèle aussi fragile, en pratique, ça ne sert à rien. Et là, c'est le coup de grâce théorique. Cette citation, un peu barbare, elle nous dit un truc très simple en fait. Un node, ça ne peut que déformer l'espace, comme de la pâte à modeler. On peut l'étirer, le tordre, le compresser, mais on ne peut jamais le couper ou recoller 2 bouts séparés. Et ça veut dire qu'une tâche aussi simple que de séparer 2 cercles l'un dans l'autre, c'est topologiquement impossible pour un node de base. Une sacrée limitation. Mais l'histoire, heureusement, ne s'est pas arrêtée là. Face à ces murs, la communauté de chercheurs a fait ce qu'elle sait faire de mieux, elle a innové. Et pour chaque problème, des solutions à la fois élégantes et puissantes ont commencé à voir le jour. On reprend notre problème d'instabilité.
À gauche, le chaos. À droite, la solution, l'IANET. L'idée, c'est de piocher dans la théorie du contrôle pour forcer le modèle, pendant l'entraînement, à apprendre des dynamiques stables, bien sages, qui vont guider les données tranquillement et sûrement vers la bonne réponse. On remplace le chaos par l'ordre. Et pour notre problème de pâte à modeler impossible à couper, la solution est d'une simplicité géniale. On appelle ça les OD neuronales augmentées, ou anodes. L'idée, c'est juste de donner plus d'espace au problème pour qu'il puisse se débrouiller plus facilement. Regardez bien l'astuce en action. À gauche, on a notre problème insoluble des deux cercles dans un plan 2D. À droite, l'anode rajoute simplement une troisième dimension. Et là, il peut tout bêtement soulever le cercle du milieu au-dessus de l'autre. Le problème qui était hyper complexe en 2D devient trivial, presque linéaire, en 3D. C'est ça la puissance de l'augmentation. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette dynamique plus simple, elle est aussi beaucoup plus rapide à calculer. Le graphique, là, il est sans appel. En orange, le node classique a besoin de plus en plus de calculs au fil de l'entraînement. En vert, la node reste super efficace. On gagne sur les deux tableaux. Plus de puissance et plus de vitesse. Enfin, pour s'attaquer au problème de la raideur, la recherche s'est tournée vers de meilleurs moteurs, c'est-à-dire de meilleurs solveurs, les solveurs implicites. Contrairement aux solveurs explicites qui avancent un peu à tâtons, les implicites, eux, peuvent faire des pas de géant, même dans des dynamiques très compliquées, tout en restant stables. C'est vraiment la clé pour pouvoir enfin appliquer les nodes aux problèmes scientifiques les plus costauds. Alors, après toute cette histoire un peu mouvementée, faite de promesses, de grosses déceptions et de rebonds spectaculaires, on va où maintenant ? Quelle est la prochaine étape pour ces modèles à profondeur continue ? En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que les ODE neuronales ont vraiment amené une façon de penser la profondeur qui est radicalement nouvelle. Les premiers problèmes de vitesse, de stabilité, de raideur, ils étaient sérieux, c'est vrai. Mais ils sont en train d'être résolus à une vitesse folle, par une recherche hyperactive. La trajectoire est claire. On va vers des modèles continus, de plus en plus robustes, rapides et surtout utiles, en particulier pour la science. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui est peut-être la plus excitante. Et si la bonne réponse, ce n'était pas de choisir entre le discret des couches et le continu des flux, mais de marier les deux? On peut commencer à imaginer des architectures hybrides qui alterneraient entre un flux continu pour des transformations fines et des sauts discrets, un peu comme dans les Transformers, pour réorganiser l'information à grande échelle. Quelle nouvelle génération de modèles encore plus puissants, encore plus efficaces, va émerger de cette fusion? Franchement, le champ des possibles est totalement ouvert.